Eh bien, bonsoir. Merci d'être là donc ce soir. Merci à Tom Bragg d'être venu de Londres pour discuter avec nous de la situation du Brexit, avec le regard d'un parlementaire aguerri, puisque Tom siège au Parlement depuis 1997. Et donc, il va nous parler donc d'abord se présenter pour dire tout ce qu'il fait actuellement, les différents rôles qu'il a eu au Parlement, et aussi donc on va débattre de ça, de la situation. Comme vous le savez, moi, pour ma part, je suis sénateur, je représente les Français établis hors de France, à l'étranger. Je vis dans le Kent, à Canterbury, depuis maintenant 22 ans. Et donc j'ai aussi un regard, et je crois que c'est intéressant qu'on puisse échanger sur à la fois le point de vue du parlementaire britannique et puis le point de vue de l'Européen qui vit au Royaume-Uni. Et donc ça peut constituer la base d'un premier échange. Et avec moi ici Yves Robert, qui dirige, qui est le délégué pour ALDE en France, donc qui est le groupe qui nous rassemble avec les Lib Dem, l'UDI au sein du Parlement européen, Ciudadanos, FDP et bien nombreux partis européens. Et donc ce sera intéressant aussi, Yves, d'avoir ta réaction et de ton regard, avec ton expertise aussi des affaires diplomatiques internationales, d'échanger et de poser aussi quelques questions à Tom pour que chacun ait une compréhension, si c'est possible, de ce qui se passe. Alors, Tom, je vais te laisser le micro, et ce sera une question, dis-nous si vraiment ça se fera, le Brexit, à un moment ou à un autre. Bon, merci et bonsoir. Alors, pour commencer, je vais expliquer que j'ai habité en France de l'âge de 8 jusqu'à 18 ans à Saint-Germain-en-Laye, donc pas très loin d'ici. J'ai fait mes études scolaires au lycée international, puis je suis retourné en Angleterre. J'ai été élu pour la première fois en 97 et réélu à chaque élection depuis cette date. Donc, je suis maintenant le député de mon parti, le seul député qui a été élu en 97, qui est toujours un député, et qui n'a pas perdu son siège entre cette année et maintenant. Donc, dans la coalition, la période de coalition, quand notre parti était en coalition avec le Parti conservateur, j'étais un ministre dans les 3 dernières années de la coalition. Mais depuis 2015, après une élection générale très médiocre pour mon parti, je suis devenu premièrement le porte-parole des affaires étrangères, et plus récemment, depuis 2017, quand Nick Clegg a perdu son siège au Parlement, je suis devenu le porte-parole du Parti Liberal Democrat au sujet du Brexit et aussi du commerce international. Et bon, je suis là pour essayer d'expliquer ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment. C'est très difficile. Je pense que même le Premier ministre ne sait pas exactement ce qui se passe en ce moment. Mais ce qui va se passer le 26 février, c'est que le Premier ministre va venir au Parlement pour annoncer si elle a un nouvel accord. Je pense qu'elle va annoncer qu'elle n'a pas un nouvel accord le 26 février, et ensuite le 27, il va y avoir une série de votes sur des amendements que divers partis politiques ou de groupes de députés de différents partis vont proposer. Et il y a une bonne chose qui est arrivé après le Brexit, et c'est que les partis politiques, le Parti conservateur ou certains députés du Parti conservateur, du Parti travailliste, de notre parti, le Vert, le député Vert, les partis nationalistes du pays de l'Écosse et du Pays de Galles, travaillent ensemble pour essayer de bloquer le Brexit, ou alors au moins essayer de créer les conditions dans lesquelles un autre référendum se tiendra.
Ça, c'est une bonne chose. Il y a très peu de bonnes choses associées avec le Brexit, mais ça, c'est une bonne chose. Et donc, le 27 février, nous allons essayer de trouver un nombre très limité d'amendements autour de laquelle les députés des différents partis vont pouvoir s'unir. Et nous pensons que peut-être un amendement qui a été proposé par Yvette Cooper, qui est un membre du Parti travailliste, sera peut-être l'amendement que une majorité des députés vont pouvoir voter pour. Et cet amendement, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de forcer le Premier ministre, s'il n'y a pas d'accord le 13 mars, forcer le Premier ministre à proposer que le Parlement vote soit pour son accord, soit pour no deal, pas d'accord, ou pour une extension de l'article 50. Donc, nous espérons que cette fois-ci, on a une majorité des députés qui vont voter pour ça, pour effectivement bloquer l'idée que le Premier ministre procéderait ou progresserait avec no deal, sans accord. Malheureusement, il y a des députés, inclus des députés qui étaient membres du gouvernement, députés conservateurs, qui pensent que maintenant notre Premier ministre accepterait de ne pas avoir un accord et donc de sortir de l'Union européenne de façon catastrophique le 30 mars. Mais dans le Parlement, il est clair qu'il n'y a pas une majorité de députés qui vont voter pour ça. Nous commençons à avoir une image assez claire de l'impact de No Deal. Olivier, il va le savoir parce qu'il est à Canterbury et c'est plus visible à Canterbury ou dans le comté de Kent qu'ailleurs parce que le port de Douvres, on pense que dans un scénario no deal va arrêter de fonctionner parce que il y a 10 000 camions qui passent par Douvres chaque jour et d'après les autorités qui gèrent le port, si chaque camion en moyenne a un délai de 2 minutes, le port ne fonctionne plus parce que on ne peut pas les camions qui arrivent à Douvres ne peuvent pas circuler, monter dans un bateau et le bateau ne peut pas les camions qui sont sur le bateau ne peuvent pas sortir. Donc, c'est pour cette raison que près de Douvres, par exemple, un ancien aéroport, l'aéroport de Manston, qui ne fonctionne plus comme aéroport, va être converti pour être un parking pour camions, où on va pouvoir mettre 3000 camions. Et les autoroutes à l'approche de Douvres sont en train d'être converties aussi pour devenir des parkings de camions. Et donc, le gouvernement a dépensé jusqu'à maintenant 30 millions de livres pour convertir les autoroutes pour que on puisse utiliser ça comme parking pour camions au cas où le port de Douvres ne fonctionnerait plus. Notre Premier ministre de la Santé publique a annoncé avec joie qu'il était maintenant le plus grand acheteur de frigidaires au monde parce que notre ministre de la Santé stocke des médicaments au cas où ça ne passerait pas par les ports. Ils ont essayé d'utiliser des avions à la place, mais il n'est pas évident qu'on peut immédiatement trouver de la place dans des avions pour des médicaments. Donc, ils ont averti les camionneurs que, en tant que priorité, ce sera les camions avec les médicaments qui vont passer en premier, et peut-être la nourriture après. Et ce qui concerne, par exemple, les pièces pour automobiles, ça va passer en dernier. C'est peut-être pour cette raison-là que Honda a annoncé la fermeture de son usine.
Donc l'idée que notre pays accepterait, ou que les députés accepteraient que le 30 mars, on n'est pas d'accord, d'un point de vue économie, c'est impensable, mais d'un point de vue politique, je pense qu'il y a très peu de députés qui veulent voter pour qu'il n'y ait pas d'accord, parce que on sait que le 30 mars, il va y avoir des problèmes partout. Et moi, je ne voudrais pas être député qui ait voté pour ça, avec la catastrophe qui va suivre ça. Donc, nous essayons de bloquer la possibilité de no deal. Mais le problème que nous avons, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons passé une loi qui offre le choix entre l'accord que le Premier ministre a eu avec l'Union européenne ou pas d'accord. Donc, le Premier ministre, en ce moment, même si le Parlement, et ça s'est passé il y a quelques semaines, le Parlement a voté de façon majoritaire contre no deal, le Premier ministre, immédiatement après, a dit « Bon, ça ne m'intéresse pas. Vous savez que vous avez le choix entre mon deal, mon accord et pas d'accord. » Même si le Parlement, le jour d'avant, avait dit « Non, on n'accepte pas comme option pas d'accord. » Donc, ce que Yvette Cooper essaye de faire, c'est de faire en sorte que le Parlement puisse prendre une journée parlementaire pour passer une loi qui pourrait bloquer le no deal. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué et nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'espère que le Parlement va accepter ça. C'est devenu plus difficile pour nous parce que, ou les gens qui veulent bloquer, ou les députés qui veulent bloquer le Brexit, parce que nous avons maintenant une situation où il y a au moins 25 députés du Parti travailliste qui sont contents soit de voter avec le gouvernement ou de s'abstenir. Et on pensait, bon, si on a une quinzaine de députés du Parti conservateur, c'est bon, on va pouvoir bloquer ça. Mais maintenant, nous avons 25 députés du Parti travailliste qui marchent avec le gouvernement. Et malheureusement, Jeremy Corbyn, vous le savez sans doute, et toute sa carrière politique a été pour le Brexit. Maintenant, il est le chef d'un parti qui est contre le Brexit, mais lui, ses opinions n'a pas changé. Et donc, il n'a absolument rien fait quand ces 25 députés ont voté soit avec le gouvernement ou se sont abstenus pendant le vote. Il n'a rien fait. Et les gens qui ont voté avec le gouvernement, il y en a qui sont toujours dans son cabinet fantôme ou qui ont des rôles au sein du parti. Et donc, pour nous, c'est beaucoup plus difficile maintenant d'avoir une majorité parce que nous devons compter, ou nous ne pouvons pas compter sur un nombre de députés du Parti travailliste. Est-ce que la position du Parti travailliste est renforcée sur ce sujet avec les 7 députés du Parti travailliste qui sont partis? Je ne pense pas, parce que les 7 députés qui sont partis du parti, qui maintenant sont indépendants, sont les plus pro-européens au sein du Parti travailliste. Et donc, je pense que pour Jeremy Corbyn, maintenant, il doit être très content parce que ils sont hors du parti, ils ne peuvent plus m'irriter au sujet du Brexit parce qu'ils ne font plus partie de mon parti. Donc, c'est peut-être plus difficile maintenant d'influencer le Parti travailliste que ça ne l'était il y a 2 jours avant qu'il ne quitte le parti. Donc, nous sommes dans une position très difficile. Nous espérons toujours, et les sondages le confirment, que le public veut qu'il y ait un autre référendum. Malheureusement, en ce moment, une majorité des députés ne veut pas qu'il y ait un référendum. Mais nous espérons que si on arrive à avoir une extension de l'article 50, qu'on pourrait avoir un référendum peut-être avant la fin de juin,
il nous faudra 20 semaines au minimum. Donc on est très proche de la limite de ce qui est possible, parce que pour avoir un référendum, nous devons passer une loi. Et ensuite, on doit avoir une campagne. Et la dernière campagne, il y a 2 ans et demi, a duré de 10 semaines. Donc, la campagne, si on en a une, va durer de 10 semaines aussi. Donc, nous espérons que éventuellement, le Premier ministre va accepter que, puisque son accord a été n'a pas passé au Parlement, a été battu par 230 votes, ce qui est comme la plus grande défaite en temps moderne, que elle va peut-être arriver à une position où elle pense que la seule façon de mettre son deal, son accord devant le public, ce sera si elle accepte notre position, c'est que nous allons l'aider si elle veut, si elle accepte qu'il y ait un référendum sur son accord. Nous allons l'aider pour que le référendum soit la deuxième option dans le référendum. Et nous voterons pour son accord pour que, si elle nous garantit que qu'elle va accepter qu'il y aura un référendum où le choix serait entre son accord, bien que le Parlement l'ait rejeté, et rester dans l'Union européenne. Et nous espérons que éventuellement elle va arriver à cette position, parce que il n'est pas clair comment est-ce qu'elle va pouvoir convaincre une majorité des députés de voter pour son accord. La dernière fois, elle a été battue de 230 voix, dont 118 voix du Parti conservateur. Et son accord, il ne va pas changer. Je n'espère rien de la visite qu'elle va faire à Bruxelles. Il est clair que du point de vue de l'Union européenne, l'accord qu'elle a, c'est l'accord qu'elle a. Il n'y a pas un autre accord qui est là, qu'elle va pouvoir prendre et revenir au Parlement britannique. Donc, je vais juste finir par dire que nous sommes dans une situation très difficile en Grande-Bretagne, il n'est pas clair où nous allons. Une chose est claire, c'est que le référendum a créé des conditions en Grande-Bretagne où les gens du Sud sont en conflit avec les gens du Nord, les personnes âgées avec les jeunes, les pauvres avec les riches, et ça s'empire depuis dans les dernières 2 années et demie. Et je sais qu'en ce moment vous parlez de référendum pour d'autres raisons, mais franchement, les référendums, j'éviterais ça si j'étais vous, parce que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où on lance un référendum comme ça, et on pense on sait ce que va être le résultat, et le résultat est l'opposé, et à créer des conditions abominables en Grande-Bretagne. Donc, pas de référendum. Merci Tom. Merci du conseil, parce que c'est effectivement un sujet dont nous débattons. Et dimanche, nous avions une réunion avec 300 Français de Londres. Et lorsque je leur ai dit qu'il y avait un sondage en France et que 75% des Français étaient d'accord pour faire un référendum sans qu'on sache à quel sujet, c'était déjà une première question qui se posait, et qu'en plus, un autre référendum, une deuxième question leur était posée: si vous voulez un référendum, est-ce que vous voulez que ce soit le jour des élections européennes ou un autre jour? Et il y avait 50% pour le jour du référendum et 50% pour un autre jour, ce qui te donne une idée de ce que ça pourrait donner. Donc, quelle que soit la question, sans savoir la question, on peut imaginer si on connaît la question. Et il me revient la phrase de Woody Allen quand on lui posait la question est-ce que
au sujet d'un référendum, il avait dit je voterai non. Et c'est quoi la question? Voilà. Donc c'est un peu le problème. On voit que c'est très difficile à gérer derrière. Euh, ce que je voudrais être sûr qu'on comprenne bien, parce que pour évidemment les Européens qui vivent au Royaume-Uni, il y a aussi une sourde inquiétude, toujours, puisque Theresa May nous a dit qu'on pourrait rester. Mais d'un autre côté, beaucoup de Britanniques ont voté le Brexit pour faire partir les étrangers. Donc il y a un sujet qui est quand même un petit peu compliqué, c'est que les Européens se sentent de moins en moins bienvenus aussi par beaucoup de Britanniques. Et ça, c'est un sujet qu'on voit se développer. Est-ce que tu penses que si jamais effectivement on repartait vers un deuxième référendum, est-ce que tu penses qu'on arriverait, grâce à ça, à rassembler le pays, à rassembler à nouveau la population, puisque le Royaume-Uni était un pays uni, et là il est profondément divisé. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que ça permettrait de rassembler le pays? Et deuxième question, on n'a pas parlé de la question de l'Irlande du Nord, qui est aussi qui émerge comme étant le vrai sujet aussi dans le Brexit, qui est la vraie question. C'est comment est-ce que on appréhende la question qu'éventuellement, si jamais il y a une sortie du Royaume-Uni, le Sinn Féin a annoncé qu'il voulait impérativement qu'il y ait justement un référendum pour pouvoir réunir l'Irlande. Est-ce que ça créerait pas de toute façon un autre problème? C'est que même si le Royaume-Uni sortait, il rentrerait dans une phase de crise. Bon, alors la première question, est-ce que un référendum va diviser le pays encore plus, ou au contraire va unifier le pays? C'est une question très difficile. Souvent, quand je propose un référendum, on me dit mais ça va diviser le pays. Ma réponse est le pays est très divisé et devient de plus en plus divisé depuis le référendum. Pour moi, un référendum où les gens vont voter en sachant que quelles sont les conditions du divorce, c'est un peu mieux que le référendum qui s'est passé il y a 2 ans et demi où personne ne savait de quoi ils votaient. Et si le peuple dans un référendum vote pour partir de l'Union européenne, pour le Brexit, en sachant que nous allons devoir payer 39 billions de livres pour partir de l'Union européenne, et non pas, comme avait dit Boris Johnson, par exemple, non pas l'Union européenne va nous donner de l'argent pour partir. Si les gens votent pour ça, moi, en tant que europhile, quelqu'un qui veut à tout prix que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, je vais devoir accepter que le peuple, ils n'en veulent plus. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, moi, je ne vais plus revendiquer un autre référendum. Le choix aura été fait. Et ça aidera peut-être. Et malheureusement, il est très clair que si nous avons un référendum et le résultat, le peuple vote pour rester dans l'Union européenne, je pense que l'effet sur les gens qui ont voté Brexit, ça va être l'opposé, malheureusement. Alors eux, bien sûr, ils ne vont pas être contents du résultat. Mais je leur dirais que après le résultat, il y a 2 ans et demi, on n'a pas eu de manifestation. Il y a personne, les gens comme moi qui étaient pour le Remain n'ont attaqué personne. Quand nous avons une manifestation l'année dernière avec 700 000 personnes dans les rues de Londres, il n'y a pas eu une personne qui a été arrêtée par la police, il n'y a pas eu une fenêtre brisée. Donc, il n'est pas évident, ce n'est pas automatique si nous votons pour rester dans l'Union européenne qu'il va y avoir des émeutes ou des manifestations. Ça ne s'est pas passé
il y a 2 ans et demi. Sur la deuxième question de l'Irlande du Nord, mon parti a toujours dit depuis le jour d'après le référendum que cette question de la frontière était une question un problème qui n'avait pas de solution. Si on ne veut pas de frontières fixe entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, on doit rester dans l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Et pourquoi est-ce que c'est important? J'ai visité il y a un peu plus d'un an une communauté sur la frontière à Fort Hill, dans le South Armagh. Et dans les Troubles, quand il y avait de l'activité terroriste dans cette région, il y a 300 personnes qui ont été assassinées dans South Armagh. Et à Fort Hill, il y avait un camp avec des soldats. Il y avait 2000 soldats. Et on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait plus de soldats à Fort Hill pour la population que dans les pays de l'Ouest, dans tous les pays de l'Ouest. Il y avait plus de soldats à Fort Hill que ailleurs, dans les pays de l'Ouest. Et ce qu'ils craignent, c'est que en ce moment, il n'y a pas de frontières. On roule, on ne sait même pas si on passe de l'Irlande du Nord à la République d'Irlande. On le sait seulement si on regarde les lignes sur la route, parce qu'elles sont jaunes d'un côté et blanches de l'autre. Et si on remet des caméras ou des contrôles de douane ou de police, même si elles ne sont pas à la frontière, même si par exemple la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, elle est à 10 kilomètres, je pense, de la frontière, même si elle n'est pas à la frontière, pour les gens les terroristes, pour qui avoir une Irlande unifiée, avoir un poste de douane, avoir une caméra, avoir quelque chose sur la frontière qui n'était pas là avant, c'est quelque chose que l'on va attaquer. Et il y a la paix, plus ou moins en Irlande du Nord en ce moment. Il y a quand même, il y a toujours des attentats et on essaye d'assassiner des gens en Irlande du Nord. Et donc, penser que ce n'est pas un problème, on peut avoir quelque chose là sur la frontière, peut-être pas sur la frontière même, à quelques kilomètres de la frontière, penser que ça ne va pas avoir d'impact, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que les gens qui habitent à Fort Hill, qui savent ce qui se passe dans ces conditions, eux, ils craignent que, au contraire, il va y avoir une remontée des activités terroristes sur la frontière. Mais d'un point de vue pratique, il y a des problèmes énormes aussi. Par exemple, le lait qui provient des fermes dans la République d'Irlande, mais la production, ça se passe en Irlande du Nord et ça passe la frontière 4 fois. Les gens travaillent dans la République d'Irlande, mais ils vivent dans le Nord. Les enfants vont à l'école dans l'autre pays. Donc, avoir une présence sur la frontière, essayer de bloquer il y a 275 endroits où on peut passer la frontière. Alors, bloquer ça, ou parce qu'on va avoir une frontière, ça crée des problèmes énormes, problèmes pratiques et le risque d'activité terroriste. Oui, faut vraiment aller à Belfast pour se rendre compte que la tension, elle est toujours palpable. C'est une ville qui est coupée par un mur. C'est comme à Berlin. Et en fait, il n'y a que 3 portes qui restent ouvertes après 18 heures.
toutes les portes de communication entre le côté des unionistes et des républicains sont fermées pour limiter justement les problèmes, mais les troubles. Mais il reste que 3 portes ouvertes. Pour bien prendre, il faut vraiment aller là-bas pour se rendre compte de la tension qui est toujours présente. Et pour mémoire, c'est vrai que l'Union européenne a contribué au fait qu'il y ait les accords de paix du Vendredi Saint, que via le fonds PEACE, l'Union européenne a contribué à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc pour ce fonds, pour aider au développement de la partie d'Irlande du Nord, et que évidemment pour tous les Européens, c'est un vrai sujet de préoccupation aussi. C'est que va-t-il se passer en Irlande? Alors, je profite de Yves pour te passer le micro et puis te permettre aussi de rappeler rapidement ALDE et puis l'IBDEM font partie de ALDE et puis de poser la question. Merci. Donc l'ALDE est un parti qui est implanté bien sûr à Bruxelles et qui regroupe 2 types de structures. D'une part, des partis nationaux, tels l'UDI pour la France, tel le LibDem pour la Grande-Bretagne. Nous sommes présents dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais de l'Europe au sens large du terme. Ça représente au jour d'aujourd'hui à peu près 70 partis. Nous avons accueilli il y a très peu de temps à Berlin Più Europa, les amis italiens de Emma Bonino. Nous avons d'autre part une autre structure qui est les membres individuels. L'ALDE est la seule structure politique qui permet d'avoir des membres individuels directement rattachés au niveau européen. Ces structures sont présentes dans l'ensemble des pays européens. En France, nous sommes présents sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, sur Bordeaux. La semaine dernière, samedi dernier, nous avons ouvert une délégation en Normandie, à Rouen, où nous avons une conférence de Dominique Riquet qui nous a parlé de toute l'actualité européenne, mais en particulier du Brexit, puisque député du Nord, et ça sera ma question tout à l'heure. Et nous allons ouvrir une délégation sur l'île, après le Centre-Loire et enfin Strasbourg. Donc voilà un peu l'organisation de l'ALDE, à la fois d'un côté des partis politiques nationaux et d'autre part des membres individuels. Alors ma question, elle sera, puisqu'on parlait des frontières, vous parliez de la frontière avec l'Irlande, mais quid de la frontière par exemple avec la France? Alors, cette question m'intéresse et m'interpelle particulièrement aujourd'hui puisque j'habite en bordure de mer et j'ai pas très loin de chez moi un port qui fait du transport maritime. On parle déjà du triplement du port pour répondre aux problèmes de stationnement des camions, etc., etc. Donc ça demande de très gros investissements. Encore, le port de Ouistreham-Caen est un tout petit port. Enfin, c'est quand même 100 000 camions par an. Mais il y a bien sûr la question de Calais. Alors la question, c'est aussi où sera la frontière. Au jour d'aujourd'hui, avec les accords du Touquet, la frontière est sur le territoire français. Dans le cas d'un Brexit, la frontière reviendra-t-elle directement sur le territoire de la Grande-Bretagne? La réponse d'un Brexiter en cette question de frontière et le Touquet, l'accord du Touquet, est que c'est un accord bilatéral et donc même si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ça ne changera rien. Mais ce n'est pas évident que ça va être le cas. Et je pense que il est peut-être parce que la Grande-Bretagne fait part de l'Union européenne que la France a accepté d'avoir un accord où la frontière est en France. Et donc nous avons des
des gens sur les trains qui patrouillent et c'est la France qui prend la responsabilité d'arrêter des immigrants illégaux. Et je ne serais pas certain que d'ici quelques années, si la situation ou les relations entre la France et la Grande-Bretagne ont détérioré, que la France ne commence à dire nous voulons plus de cet accord. La frontière maintenant se trouve au milieu du Channel et c'est un très grand risque, un risque que les Brexiteurs pensent n'existe pas, mais je pense que moi je suis plus réaliste et un risque, par exemple, du no deal, de ne pas avoir d'un accord, c'est que les relations entre la France et la Grande-Bretagne ou la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne, ça va s'empirer. Et donc, ce genre d'accord bilatéral, comme je l'ai dit, il n'est pas clair que ça va continuer. Question? Merci. J'avais juste une petite question technique. L'accord qui a été négocié avec l'Union européenne a été rejeté massivement par les députés des communes. Vous parlez d'une volonté éventuelle, d'une possibilité que Madame May décide de faire un référendum où cet accord serait l'une des questions, l'une des alternatives du référendum. Est-ce que techniquement, elle peut sortir encore cet accord sur le plan politique alors qu'il a été refusé par la majorité du Parlement? Ce qu'elle pourrait faire, c'est que si elle arrivait à avoir une majorité dont nous ferions partie, parce que nous lui proposons votre accord, on a voté contre il y a quelques semaines, mais votre accord, on va voter pour si vous acceptez qu'il y ait un référendum. Donc à ce moment-là, je ne sais pas si on aurait, sur les 230 députés qui ont voté contre, si on arrivait à avoir 116 qui proposeraient la même chose que nous. Il y a d'autres partis, il y a des membres du Parti travailliste qui seraient d'accord pour cette approche. Éventuellement, elle pourrait peut-être avoir une majorité. Elle va avoir d'autres difficultés, bien sûr, parce que l'accord, si le Parlement vote pour, nous allons devoir ensuite avoir une loi qui introduit l'accord. Parce que l'accord, bon, c'est bien, c'est écrit, mais on doit passer des lois pour mettre en place l'accord. Donc elle va peut-être pouvoir passer son accord, mais ensuite elle doit commander une majorité pour que le Withdrawal Agreement Bill, pour que la loi passe aussi. Moi, je suis pas vraiment juriste. C'est vrai que le Brexit deal, c'est très complexe, le texte de loi. J'ai essayé de le parcourir et l'interprétation que j'en fais, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dans le WA, le Withdrawal Agreement, si c'est correct. De ce que je comprends, en fait, c'est principalement sur le backstop, c'est-à-dire la période de transition des 2 ans. Donc, ça serait comment, en fait, le temps que les futurs députés ou que Theresa May trouve un véritable accord dans 2 ans, ça serait en fait l'accord actuel, c'est uniquement une période de transition. C'est ça en fait ce que ça régit. Donc ma première question porte, si imaginons on ferait un référendum au mois de juin, vous pouvez pas demander au peuple britannique de voter sur un texte qui ne contient rien, puisqu'en fait il ne fixe rien par rapport à la future relation commerciale, par exemple. Est-ce que ça va être Canada Way? Est-ce que ça va être Norway? Est-ce que ça va être
Bon, il y a plein de possibilités différentes. Et ma deuxième question, ça serait sur justement la relation commerciale en elle-même. Moi, je ne vois pas du tout quelle future relation commerciale pourrait exister entre l'Union européenne et le Brexit. Pour moi, par exemple, une relation commerciale comme la Norvège me semble impossible, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Yves, parce que l'Angleterre n'acceptera jamais de se faire imposer des règles réglementaires, par exemple. Rien qu'au niveau de la finance, si elle n'a pas son poids de décision à Bruxelles, l'Europe, c'est inacceptable pour pour l'Angleterre d'une telle situation. Je vais juste avoir votre avis sur ça. Tu as raison, le withdrawal agreement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est le divorce. C'est donc on va payer, on va vous payer 39 millions de livres, on va avoir un backstop pour qu'on n'ait pas le problème sur la frontière entre l'Irlande et la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et on va résoudre le problème des Européens en Grande-Bretagne et des Britanniques en Union européenne. Et tu as raison que d'un point de vue quelle va être la relation, les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne au futur, à l'avenir, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai décrit la déclaration politique. C'est qui donne une vision des relations futures. C'est un document avec 26 pages. L'accord entre l'Union européenne et le Canada, ça a 1598 pages. Et l'accord entre le Canada et l'Union européenne, elle est plus simple que ne va être l'accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, parce que le Canada, les services, ça ne fait pas partie de l'accord avec le Canada. Donc, l'accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, ça va être 3000 pages. Mais nous avons en ce moment 26 pages. Donc, nous ne savons vraiment pas quelle va être la relation. Mais au moins, on connaît les termes du divorce. Il y a 2 ans et demi, on ne savait absolument rien. On savait que Monsieur Farage, il avait des posters où il y avait des étrangers en masse, et ça, on n'aime pas ça. Donc, on vote pour le Brexit. On sait que Boris Johnson, quand il était journaliste à Bruxelles, écrivait des histoires sur l'Union européenne veut des bananes qui soient de cette curvature, ou des fraises qui sont de cette taille et de cette couleur. Et donc ça, on a voté contre l'Union européenne pour ça. Au moins, s'il y a un référendum maintenant, on va voter en sachant que on va payer pour partir et on va continuer à payer jusqu'à 2065. Parce que, à cause des pensions des gens qui sont employés par la Commission. Et on sait maintenant qu'il y a quand même un problème à la frontière. Et on sait que pour les Britanniques en Union européenne, on a créé beaucoup de problèmes pour eux et beaucoup de problèmes pour les Européens en Grande-Bretagne. Donc, on sait un peu plus. Mais j'accepte, ce n'est pas parfait. On ne sait vraiment pas que si ça va être la Norvège, le Canada ou quelque chose de nouveau. Tu as raison, la Norvège, ça serait, à mon avis, ça serait pire que de partir complètement et d'avoir aucune relation avec l'Union européenne, parce que si on a la même relation entre l'Union européenne que la Norvège, ça veut dire que Monsieur Farage, il va pouvoir continuer à dire l'Union européenne, c'est affreux, ça nous coûte beaucoup, ça nous impose des choses, et maintenant on n'y est même pas autour de la table pour faire des décisions. Donc la Norvège, ça serait pire que tout, à mon avis. Et donc ta deuxième question, c'était, est-ce que je l'ai couvert ta deuxième?
On sait un peu plus. Ce n'est pas parfait. Il y a des gens qui proposent une autre approche qui serait d'avoir un référendum dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, après avoir conclu un accord. Mais le problème, c'est que dans 10 ans, il y a très peu de chances que la Grande-Bretagne voterait pour revenir dans l'Union européenne, parce que à ce moment-là, de façon inévitable, l'Union européenne va demander des choses que la Grande-Bretagne n'accepterait pas. Donc, pour moi, quelqu'un qui veut que nous restions dans l'Union européenne, l'idée que on sort de l'Union européenne, on fait 5 ou 10 ans pour discuter d'un accord, et après ça, on a un référendum pour est-ce qu'on va essayer de revenir dans l'Union européenne parce qu'on n'en sera plus partie de l'Union européenne, ça ne marche pas. Oui, puis en plus par rapport à la Norvège, c'est qu'il y a quand même la liberté de circulation, puisque pour jouer dans cet espace-là, faut accepter la liberté de circulation. Et là, c'est le chiffon rouge par excellence, puisque les Britanniques sont pas dans Schengen. Donc c'est le fondement du sujet, puisque même pour rester dans l'union douanière, il faut accepter cette liberté. Et ça, c'est le vrai point qui bloque. Est-ce qu'il y a une question? Bonsoir, moi je suis Victoria, je suis anglaise et française maintenant. Depuis peu de temps. Donc je suis très intéressée. En fait, maintenant j'habite en France, donc je suis un peu vraiment intéressée par ces sujets. Et aussi, j'avais travaillé au Parlement européen. Donc, en fait, je dois avouer que moi, je sens un peu coupable que j'ai pas fait plus à l'époque, en fait, pendant que le premier référendum. Donc, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est si on peut arriver à un référendum, un deuxième référendum. Je suis d'accord que c'est peut-être je suis d'accord avec vous avec votre question que c'est peut-être un vote pour quelque chose qui n'a pas beaucoup de contenu, mais je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que c'est vraiment une question de démocratie, etc. C'est la seule chose qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Mais si on arrive à cette possibilité d'avoir un référendum, je pense à l'époque, le premier référendum, les gens, ils ont voté avec le cœur et le message était un peu avec la tête. Donc, comment on peut avoir un message et parler vraiment avec les peuples? Parce que, par exemple, quand moi, j'étais à Londres, j'avais parlé avec des personnes à Islington. Donc, c'est le constituency de Jeremy Corbyn. Et là, il y a des gens qui disent, j'ai peur, je suis pas contente de ce qui se passe, sauf que je comprends pas. Je comprends pas. Donc, comment on peut parler avec ces gens? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que l'Angleterre ou le Royaume-Uni et l'Europe, nous avons raté une opportunité de vraiment parler de l'avenir de l'Europe au lieu de se noyer un peu dans les détails d'un accord sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Donc, est-ce que tu penses, en fait, c'est aussi une opportunité, on doit penser vers l'avenir de le Royaume-Uni, mais aussi de l'Europe. Et ça, on a un peu raté. Donc, de voir ce que vous pensez de ça. Merci. Bon, tu as raison. Nous avons perdu la campagne il y a 2 ans et demi parce que la campagne pour le Brexit, c'était une campagne, c'était ça, tandis que la campagne pour rester dans l'Union européenne, c'était une campagne basée sur les faits économiques. Et c'était le cas parce que ça marchait bien dans le référendum d'indépendance en Écosse, où la même équipe, l'équipe qui a gagné le référendum ou battu le référendum pour l'indépendance en Écosse, c'est la même équipe qui a géré la campagne pour le référendum du Brexit. Et donc pour eux, c'était l'économie stupid, comme avait dit Bill Clinton. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que les gens qui n'ont pas d'emploi,
qui n'ont pas de pension privée, qui ne pensent pas avoir d'opportunité quand tu leur dis, bon, tu votes pour le Brexit, tu vas perdre ton emploi, s'ils n'en ont pas, tu vas perdre ta pension, ils n'en ont pas, donc ça n'a pas marché. Malheureusement, même maintenant, il est très difficile d'identifier des choses qui sont du cœur. Ça a un peu marché pour les personnes les plus âgées. Donc les gens qui se sont souvenus de la Seconde Guerre mondiale, ou qui ont participé, ou qui savaient que au départ le mouvement européen c'était pour éviter une autre guerre en Europe. Eux, ils ont voté pour Remain. Mais c'est la seule section de la population qui ont voté pour raison du cœur. Et donc nous le savons, donc nous devons trouver des raisons pour voter de façon de cette façon pour Remain. Et aussi, la campagne sera différente. La campagne, la dernière fois, c'était soit David Cameron, soit George Osborne. Et pour quelqu'un qui vote pour le Parti travailliste, quand chaque jour sur la télé, il voyait David Cameron ou George Osborne qui disaient tu dois voter pour rester dans l'Union européenne. Le vote, la personne qui vote normalement pour le Parti travailliste voit David Cameron qui lui dit quelque chose. La réaction, c'est je vais pas voter pour ça parce que David Cameron, je l'aime pas, donc je vais voter pour l'opposé. Cette fois-ci, la campagne, il n'y aura pas David Cameron, il n'y aura pas George Osborne, et il y aura beaucoup plus de représentants de divers partis du pays, de différents origines ethniques, différents âges, pour qu'on présente une image qui est beaucoup plus du peuple britannique que du Parti conservateur. Et donc, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de gagner le référendum. Malheureusement, je pense que pour la Grande-Bretagne, avoir un débat sur l'avenir de l'Europe, ça ne passe pas. Je le voudrais, mais on n'en est pas là, malheureusement. Le projet européen, c'est un projet français, allemand. Le projet européen, d'un point de vue britannique, c'est beaucoup plus technocratique. C'est comment est-ce qu'on peut gérer les choses de façon plus efficace. Et donc, malheureusement, nous ne sommes pas là en tant d'avoir un débat au sujet de l'avenir de l'Europe. D'autres questions? Oui. Allez. La rigueur. Merci. Vous parlez de désunion interne tout à l'heure, de tensions internes. Et qu'en est-il de l'Écosse en fait? Parce que s'il y a le Brexit, ils vont être tentés. Alors c'est là où on voit que les référendums peuvent être des armes de destruction massive. Ils peuvent être tout à fait tentés de refaire un référendum. C'est vraiment la question qui se pose parce que et c'est vrai que la difficulté pour Tom, je pense les parlementaires britanniques, c'est que aujourd'hui, de toute façon, même quand le Premier ministre dit de toute façon on peut sortir, c'est la sortie sèche ou la sortie avec l'accord, la sortie, ça règle pas les problèmes. La sortie crée un immense problème commercial avec l'Union, mais crée des problèmes internes. Et là, le côté de l'Écosse, pour que tu le saches, donc la première ministre écossaise, Sturgeon, était là hier pour inaugurer son 5e hub. Donc entre l'Écosse et donc ici la France, il y avait un grand événement. Et donc on sent cette pression. Et c'est vrai que c'est pour vous,
j'imagine que ça, pour toi donc et pour tous tes collègues, ça doit quand même être une forme de vertige parce que tu as parlé de falaise, mais c'est dans tous les sens du terme parce que c'est même potentiellement l'intégrité du pays qui peut être en jeu. Oui, bien sûr. Et pour le parti, la SNP, Scottish National Party, la chose qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Chaque fois quand ils parlent au Parlement, c'est la seule chose dont ils veulent parler. Donc, pour eux, tout ce qu'ils font, c'est pour essayer d'avoir l'indépendance de l'Écosse. Et c'est pour cette raison-là que, bien que l'Écosse ait voté pour rester dans l'Union européenne, il n'est pas toujours très clair quelle est la position des députés de la SNP au Parlement, parce que eux, ils savent que la meilleure chance qu'ils ont pour gagner l'indépendance, c'est que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, que la Grande-Bretagne impose ça sur l'Écosse pour que la SNP puisse demander un autre référendum et dire, regardez, les Écossais, vous avez voté pour rester dans l'Union européenne. Westminster a dit non, Westminster savait mieux que vous, et donc maintenant nous voulons l'indépendance. Donc nous ne pouvons pas toujours compter sur les députés de la SNP pour essayer de bloquer le Brexit parce que eux ils pensent l'avenir c'est l'indépendance pour eux. L'autre risque, bien sûr, c'est que éventuellement, on ait un référendum en Irlande du Nord où ils ont le droit d'avoir un référendum pour unifier l'Irlande. Et ça, je pense que si, par exemple, il y a une frontière, il y a un très grand risque qu'ils vont voter pour unifier l'Irlande. Donc, le Brexit aurait un impact négatif sur les générations, sur les régions, entre les gens les plus aisés et les moins aisés, et aussi éventuellement pourrait détruire la Grande-Bretagne ou l'Union avec une Écosse indépendante, l'Irlande du Nord qui se réunifiée avec la République d'Irlande, et il restera plus que l'Angleterre et le Pays de Galles. C'est un vrai risque. Et d'ici 10 ans, c'est parfaitement possible. Et voilà donc une parole d'avenir, mais ça montre bien la difficulté du sujet. Et les Brexiteurs qui disaient, voyez, ça va être beaucoup mieux. Eh bien, on a du mal. Plus on se rapproche de la falaise et plus on a des difficultés à imaginer qu'effectivement ce sera mieux. Mais il y a des choses positives derrière, c'est que nous avons gagné une Française, nous avons des Britanniques qui deviennent Français, nous avons aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, des Français qui demandent la nationalité britannique, et c'est un peu ça la question qu'on peut se poser, c'est on a envie de se dire tout ça pour ça, parce que si les habitants des deux pays se mettent à prendre la nationalité de l'autre, toute cette raison qui cherchait pour les Brexiteurs à faire sortir le Royaume-Uni, si les gens prennent les doubles nationalités, tout ça n'a absolument plus aucun sens. Et c'est un petit peu peut-être le message de conclusion, mais c'est vrai que la sensation, c'est que de toute façon, une sortie sans accord ne se ferait pas sans accroc. Et donc, ce que nous avons besoin, et c'est le message que je voudrais te faire passer, Tom, c'est que tu saches qu'on est tous avec vous, parce qu'on souhaite que le Royaume-Uni sorte plus fort et qu'on pense qu'il faut que les gens réussissent à se retrouver un destin commun. Et Dieu sait si ça va pas être facile, mais on en a besoin parce que la France ne peut pas aller mieux si le Royaume-Uni va plus mal. Et donc ça aussi, on en est convaincu. Et donc, même si on peut pas faire grand-chose, on est là pour essayer d'accompagner. Mais en tout cas, je te remercie pour ton témoignage, parce que tu es venu parler ce matin devant le groupe Union centriste au Sénat pour répondre à beaucoup de questions qu'il se posait. Tu as aussi t'es venu devant
le groupe d'amitié France-Royaume-Uni au Sénat, enfin quelques membres du groupe. Il y avait aussi le président de la commission des affaires européennes et qui préside la commission Brexit, donc au Sénat. Donc il était très très intéressé, il était très content justement de la conversation. Nous aussi, ça nous aide à mieux comprendre la situation, mais on comprend pourquoi c'est vraiment difficile et j'aimerais pas être à ta place. Bon courage à toi. Merci.